Mes parents m'ont appelé pour un prêt de 590 000 € que je n'ai jamais contracté. Le prêt de mon frère. Ils m'ont dit que c'était mon devoir de le rembourser. J'ai souri, parce qu'ils ignoraient tout de l'appel que j'avais reçu le matin même, un appel qui avait déjà fait voler en éclats le monde que je croyais connaître. Ils pensaient me tendre un piège, mais la vérité, c'est qu'ils venaient de me donner la seule arme dont j'avais besoin pour me libérer. Une bonne fois pour toutes. Avant de plonger dans le vif du sujet, et croyez-moi, l'eau est glaciale, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne. Et dites-moi en commentaire, depuis quel coin du monde m'écoutez-vous? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'aimerais beaucoup savoir. Le téléphone a sonné juste après le coucher du soleil. J'étais assise dans mon petit appartement de la Croix-Rousse, à Lyon. De ma fenêtre, je regardais les dernières lueurs orangées s'éteindre derrière les toits de la ville. C'était un mardi. Un mardi parfaitement ordinaire, le genre de jour qui s'efface de la mémoire à peine terminée. J'avais fait mes 9 heures de travail en tant que comptable, un métier de chiffres et de logique, tout ce qui manquait à ma famille. Sur le chemin du retour, je m'étais arrêtée pour acheter de quoi manger, et maintenant, avachie sur mon canapé, je débattais avec moi-même pour savoir si j'avais l'énergie de cuisiner ou si un bol de céréales suffirait. C'est là que l'écran s'est allumé. Maman et papa. Un nœud familier s'est serré dans mon estomac. C'est la règle de 20 heures. Depuis mon adolescence, je savais qu'un appel de leur part après 20 heures n'annonçait jamais rien de bon. Ce n'était jamais pour me dire « Bonsoir ma chérie, on voulait juste prendre de tes nouvelles ». Non. Ça voulait toujours dire qu'il y avait un problème. Et le problème, presque toujours, c'était mon frère aîné, Bastien. J'ai laissé sonner 3 fois, prenant une lente inspiration pour me préparer. Allô maman? Adèle, ma puce, comment vas-tu? Sa voix était enjouée. Trop enjouée. C'était son signal. Quand elle utilisait cette intonation chantante et forcée, c'est qu'elle s'apprêtait à demander quelque chose d'énorme. Quelque chose qu'elle savait que je refuserais. Je vais bien, maman. Je viens de rentrer. Tout va bien? J'ai demandé, allant droit au but. Je n'avais pas l'énergie pour les faux-semblants ce soir. Oh, tout va à merveille, chérie. Ton père et moi étions justement en train de discuter. Je pouvais entendre le murmure grave de mon père en arrière-plan, le son d'un match de football à la télévision. Une scène si douloureusement normale. La mise en scène parfaite pour l'embuscade que je sentais venir. On parlait de Bastien, a-t-elle continué, sa fausse gaieté s'effaçant un peu pour laisser place à un ton d'affaires familiales sérieuse. Il a quelques soucis en ce moment, ma chérie. Ça y est, on y était. J'ai renversé la tête contre le canapé, fixant le plafond. Une légère auréole, souvenir d'une fuite d'eau du voisin du dessus, me fixait en retour. Quel genre de soucis? Ma voix était plate, dénuée d'émotion. Eh bien, tu sais, la maison qu'il a achetée à Écully il y a quelques années? La banque lui met des bâtons dans les roues. Il menace de saisir la maison, Adèle. La maison de sa famille. Bastien avait une femme, Sarah, et un jeune fils. C'était le bouclier qu'il utilisait toujours. Chaque mauvaise décision, chaque échec, était toujours justifié par son dévouement pour sa famille. Et mes parents étaient ses plus grands complices. C'est terrible, ai-je dit. Et je le pensais. C'était terrible pour Sarah et son fils. Mais pour Bastien, ce n'était que la conséquence prévisible de ses propres choix. Oui, c'est terrible, a renchéri ma mère, s'emparant de mes mots. Et c'est pour ça qu'on t'appelle. Ton père et moi, on n'a pas ce genre de somme. Mais toi, tu as toujours été si doué avec tes finances. Ce compliment a pesé comme une enclume. Être doué avec mes finances signifiait que je travaillais 60 heures par semaine, que je vivais dans un petit appartement, que je conduisais une voiture vieille de 10 ans et que je ne prenais jamais de vacances. Ça voulait dire que j'étais responsable. Et dans ma famille, être responsable, c'était être désigné d'office pour nettoyer les dégâts des autres. Sur mon tableau de liège, juste à côté de mon bureau, était épinglée la photo d'une petite boutique. Une vieille bouquinerie dans le Vieux-Lyon. Mon rêve. La raison de toutes mes économies, de tous mes sacrifices. Maman, qu'est-ce que vous me demandez exactement? Il y a eu un silence.
Je l'ai entendu prendre une grande inspiration. Puis la voix de mon père a surgi, bourrue, impatiente. Il avait dû lui arracher le téléphone des mains. « Adèle, c'est ton devoir, a-t-il dit, sans préambule, sans douceur. Juste un ordre. Le prêt de ton frère est en danger. Tu dois le rembourser. C'est ton devoir en tant que sœur. » Je me suis redressée d'un coup. La désinvolture de sa déclaration m'a frappée comme une gifle. « Rembourser quoi ? De quel montant tu parles, papa ? » « C'est une grosse somme, a repris ma mère. 590 000 euros. L'air a quitté mes poumons. 590 000 euros. Ce n'était pas un chiffre. C'était une condamnation à perpétuité. C'était plus d'argent que je ne verrais probablement en 20 ans. L'idée qu'il puisse même le suggérer, le dire à voix haute, était si absurde, si complètement déconnectée de la réalité qu'une chose étrange s'est produite. J'ai souri. Pas un sourire de joie. Un sourire froid, acéré, qui n'atteignait pas mes yeux. Le sourire de quelqu'un qui voit enfin l'image entière dans toute sa laideur. « Adèle, tu es là ?» a demandé ma mère, une nouvelle anxiété dans la voix. « Je suis là » ai-je dit, ma voix calme, le sourire toujours sur mon visage. Parce qu'à cet instant, alors qu'ils complotaient pour sacrifier ma vie afin de sauver celle de leur fils préféré, ils ignoraient une chose capitale. Ils ignoraient tout de l'appel que j'avais reçu ce matin. L'appel qui m'avait glacé le sang. L'appel qui avait commencé à relier tous les points que j'avais refusé de voir pendant des années. Ils pensaient me tenir, mais ils ne savaient pas qu'ils venaient de me donner la clé pour m'échapper. Ils ne se doutaient pas une seule seconde que le jeu avait changé. Et que j'étais sur le point de renverser l'échiquier. Le matin même avait commencé comme n'importe quel autre. Le soleil timide de Lyon filtrait à travers les persiennes de ma chambre. Mon réveil a sonné à 6h30. J'ai suivi ma routine habituelle, une douche rapide, une grande tasse de café noir, et un coup d'œil à mes emails professionnels sur mon ordinateur portable, posé sur la petite table de ma cuisine. C'était une vie de répétition tranquille, une vie que je m'étais construite. Stable. Sûre. Du moins, c'est ce que je croyais. L'appel est arrivé à 9h15, juste au moment où je m'apprêtais à me connecter à une réunion d'équipe. Le numéro était inconnu, avec un indicatif de la région. J'ai failli l'ignorer, pensant à un énième appel de démarchage commercial. Mais quelque chose m'a poussé à répondre. Allô ? Bonjour, je parle bien à mademoiselle Adèle Perrin ? La voix à l'autre bout du fil était professionnelle, féminine et précise. C'est elle-même, ai-je répondu, coinçant le téléphone entre mon oreille et mon épaule tout en cliquant sur le lien de la réunion. Mademoiselle Perrin, je m'appelle Amanda Lemoine. Je vous appelle du service de recouvrement du Crédit Lyonnais. Cet appel concerne votre compte de prêt immobilier numéro, finissant par 4821. Nous vous contactons car votre compte présente un retard de paiement de 90 jours et nous n'avons reçu aucune réponse à nos précédents courriers. J'ai arrêté de cliquer. Ma main s'est figée sur la souris. J'avais du mal à entendre. Je suis désolé, dis-je en riant un peu. Je pense que vous faites erreur. Je n'ai pas de prêt immobilier. Je suis locataire. Je me suis même permis une petite blague. Bien sûr, et je possède aussi un château dans la vallée de la Loire. Il y a eu un bruissement de papier de l'autre côté. Madame, je peux vous assurer que j'ai la bonne personne. Adèle-Marie Perrin. L'adresse de la propriété est le 124, allée des Saules, à Écully. C'était l'adresse de Bastien. La maison avec le plan de travail en granit. Une sensation de froid glacial a commencé à se propager dans ma poitrine. C'est la maison de mon frère, dis-je lentement. Mon nom n'est pas sur son prêt. Selon nos dossiers, vous êtes l'emprunteuse principale, mademoiselle Perrin, a dit Amanda Lemoine, son ton inébranlable. Le prêt a été contracté il y a 4 ans pour un montant de 650 000 euros. Le solde restant dû est de 592 154 euros. Les chiffres ne semblaient pas réels. Ils étaient abstraits, comme sortis d'un film. Des gens comme moi ne manipulaient pas des chiffres aussi énormes. C'est impossible, ai-je murmuré. Il doit y avoir une erreur. Je peux vérifier votre identité si vous le souhaitez, a-t-elle offert, avec une pointe de pitié dans la voix.
Pouvez-vous me confirmer que votre date de naissance est le 14 août 1990? Oui, ai-je réussi à dire. Ma gorge était serrée. Et les 4 derniers chiffres de votre numéro de sécurité sociale sont 7365? Mon sang s'est glacé. C'était comme si le sol s'ouvrait sous mes pieds. Oui. Elle avait tout. Mon nom, ma date de naissance, mon numéro de sécurité sociale. Toutes les pièces de mon identité, étalées sur le bureau d'une inconnue, liées à une dette qui pouvait anéantir ma vie. Mon esprit s'emballait, essayant de donner un sens à tout ça. Comment cela avait-il pu arriver? Je n'étais jamais allé au Crédit Lyonnais. Je n'avais jamais vu de demande de prêt immobilier. J'ai demandé à la femme de m'envoyer un email avec une copie des documents. Elle a accepté. Pendant que j'attendais, l'attente la plus longue de ma vie, mon esprit a continué de tourner à vide. Puis, comme une photo floue qui devient soudainement nette, un souvenir a refait surface. J'ai raccroché, les mains tremblantes. Le monde que j'avais bâti avec tant de soin, un monde de chiffres, de règles et de certitudes, venait de s'effondrer. Mon café était froid. Ma réunion avait commencé depuis 5 minutes. Mais plus rien de tout cela n'avait d'importance. Mon crédit, mon nom, mon futur, n'était qu'une aide pour mon frère. Une aide que ma mère avait encouragée et que mon père avait sans aucun doute approuvée. Une aide qui menaçait maintenant de me briser complètement. L'email est arrivé. Confirmation de votre dossier de prêt. Je l'ai ouvert avec la peur au ventre. Et là, en pièce jointe, un fichier PDF. Je l'ai téléchargé. Le logo bleu et blanc de la banque. Et en haut, mon nom. Adèle Perrin. C'était réel. Ce n'était pas un cauchemar. C'était ma vie, et quelqu'un l'avait volée. Et alors que le choc initial commençait à s'estomper, il a été remplacé par autre chose. Une rage lente et brûlante. Ils n'avaient pas seulement pris mon nom. Ils avaient pris ma confiance, ma sécurité, et ma conviction qu'au fond, ma famille me protégerait. Ils ne m'avaient pas protégé. Ils m'avaient jeté au loup pour garder leur fils préféré au chaud. Ce souvenir, cette promesse de Noël qui revenait me hanter, n'était plus un lointain souvenir. C'était la clé de tout. La clé de ma ruine. Le souvenir était d'une clarté déconcertante. C'était il y a 4 ans, le soir de Noël, dans la maison de mes parents au cœur du Beaujolais. La maison était remplie de l'odeur du chapon rôti et du vin chaud. J'avais offert à Bastien une édition rare d'un livre qu'il disait vouloir, un effort de ma part pour trouver quelque chose qui lui plaise vraiment. Je me souviens qu'il l'avait à peine regardé avant de le poser sur une table, déjà distrait par autre chose. Plus tard dans la soirée, il m'avait entraîné dans la cuisine, loin du bruit des conversations. Il arborait ce sourire charmant et conspirateur, celui qu'il utilisait toujours quand il voulait quelque chose. « Adi, tu peux me rendre un énorme service ?» avait-il demandé, s'appuyant contre le plan de travail. « J'essaie d'obtenir cette maison, mais la banque est pénible. Mon crédit est un peu juste en ce moment à cause de l'entreprise que j'ai essayé de monter. » Cette entreprise était une société d'aménagement paysager qui avait fait faillite en moins de 6 mois, laissant derrière elle une traînée de dettes que mon père avait, bien sûr, épongées. « Je ne sais pas, Bastien, avais-je dit, déjà hésitante. Je ne veux pas m'impliquer dans quelque chose de compliqué. » Ce n'est pas compliqué du tout, avait-il dit en balayant mes craintes d'un geste de la main. C'est juste une formalité. Tu as un super crédit, toi. Tu l'as toujours eu. Laisse-moi juste utiliser ton nom pour un formulaire. C'est temporaire. Juste pour que la demande passe. Une fois que c'est approuvé, je ferai tout basculer à mon nom. Ça ne t'affectera en rien. Je me souviens du malaise que j'avais ressenti. Ça sonnait faux. Ça semblait malhonnête. J'étais sur le point de dire non, un mot que je commençais à peine à apprendre à utiliser avec ma famille. Mais c'est alors que ma mère était entrée dans la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier. « De quoi chuchotez-vous tous les deux ?» avait-elle demandé en souriant. « Je parlais juste à Adèle de la nouvelle maison », avait dit Bastien, tournant son charme vers elle. « La banque a juste besoin d'une petite garantie supplémentaire sur le dossier. » Le visage de ma mère s'était adouci. Elle m'avait regardé, ses yeux suppliants. « Oh, Adèle, tu devrais l'aider.
Il a juste besoin d'un coup de pouce, ma chérie. Il essaie tellement de construire une vie pour sa famille. Puis elle avait ajouté la phrase qui avait scellé mon sort, la phrase qui était le fondement de toute notre dynamique familiale. Adèle, tu as toujours été si forte. Bastien, lui, est plus sensible. Ce qui est un fardeau pour lui n'est qu'un petit poids pour toi. Ces mots étaient la poussée finale. La culpabilité, la pression, le récit sans fin selon lequel Bastien était celui qui avait besoin de coups de pouce, et que j'étais celle qui devait les fournir. J'étais fatiguée de me battre, fatiguée d'être là, difficile. Alors, j'avais cédé. D'accord, avais-je marmonné. Juste un formulaire. Tu promets que c'est temporaire ? Promis, avait dit Bastien, son sourire s'élargissant. Tu es la meilleure sœur du monde. Tu viens de me sauver la vie. De retour dans le présent, dans le silence glacial de mon appartement, ce souvenir était une trahison. Une trahison froide et calculée. Le formulaire n'était pas juste un formulaire. Temporaire, s'était transformé en 4 ans. Il n'avait pas seulement utilisé mon nom. Il l'avait volé. Cette nuit-là, le sommeil était impossible. À 2 heures du matin, je me suis levée. Je ne pouvais plus rester couchée. Au fond du placard de l'entrée, sous de vieilles couvertures, se trouvaient plusieurs boîtes d'archives. La trace écrite de ma vie. Je les ai traînées au milieu de mon salon. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais. Une lettre de la banque que j'aurais ignorée ? Je devais trouver la source. J'ai travaillé méthodiquement, mes mains triant les papiers alors que mon esprit était une tempête de souvenirs. Et puis, dans la 3e boîte, nichée dans un grand dossier intitulé « Finances 2021 », je l'ai trouvée. Une épaisse liasse de papier. La page de garde portait le logo du Crédit Lyonnais. Mon cœur s'est arrêté. Elle avait dû être envoyée à mon adresse par erreur, et dans ma hâte, je l'avais classée sans y prêter attention. Je me suis assise par terre et j'ai étalé les pages. Contrat de prêt immobilier. Les mots me fixaient, froids et officiels. Et là, en haut de chaque page, mon nom, Adèle Marie Perrin. J'ai tourné les pages, le souffle court. Et puis, je suis arrivée à la dernière page. La page des signatures. Là, sur la ligne « L'emprunteur », mon nom, écrit à l'encre bleue. Adèle Monsieur Perrin. À première vue, c'était parfait. C'était mon écriture. Mais ce n'était pas moi. J'ai attrapé mon chéquier sur mon bureau et je l'ai posé à côté. La différence était subtile, mais pour moi, elle était immense. Ma vraie signature était rapide, un peu désordonnée. La signature sur le prêt était trop parfaite. Trop étudiée. Les boucles étaient lisses, l'angle des lettres trop constant. Et puis, il y avait ce détail, ce tout petit détail qui criait la supercherie. Le trait final de mon « N » dans « Perrin ». Je le faisais toujours remonter d'un coup sec vers le haut. Sur ce document, il était parfaitement droit, horizontal. Une erreur qu'un imitateur, même doué, pouvait commettre. Ce n'était pas une signature. C'était un dessin. Une œuvre d'art méticuleuse. Franchement, si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait ? Auriez-vous appelé votre famille sur le champ pour crier votre colère ? Ou auriez-vous fait comme moi, restant assise en silence, planifiant froidement la suite ? Dites-le moi en commentaire. Assise là, par terre, entourée de la preuve de leur trahison, j'ai su. Je n'avais pas besoin de poser de questions. Je savais qui avait eu l'accès, le mobile, et l'absence totale de conscience pour faire ça. Dans le silence de mon appartement, je n'ai pas seulement tenu un morceau de papier. Je tenais leur trahison, signée et certifiée. Et je savais que le prochain dîner de famille ne serait pas une réunion. Ce serait un tribunal. Et j'en serais le juge. Le dimanche est arrivé trop vite et trop lentement à la fois. Avant de partir pour la maison de mes parents dans la banlieue de Lyon, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai appelé Coralie, ma seule véritable amie, une collègue qui connaissait les grandes lignes de ma dynamique familiale. Je lui ai tout raconté, la voix tremblante au début, puis de plus en plus assurée. Adèle, m'a-t-elle dit d'une voix ferme de l'autre côté du fil, ils t'ont fait ça toute ta vie. Ils te poussent dans tes retranchements et puis ils te font croire que c'est toi le problème si tu cries. N'y va pas en victime.
Vas-y en sachant que tu as raison. Ne les laisse pas te faire taire cette fois. Ces mots étaient l'armure dont j'avais besoin. Je suis rentrée dans la maison de mes parents et j'ai été immédiatement assaillie par les odeurs familières. Le rôti de bœuf, les pommes de terre dauphinoises, le parfum de ma mère. Un piège sensoriel conçu pour m'endormir dans une fausse sécurité. Mon père regardait le rugby, me gratifiant d'un grognement en guise de bonjour. Bastien était déjà là, riant avec ma mère dans la cuisine. Adi. La voilà, a-t-il dit en se levant pour me serrer dans ses bras. Je suis restée raide, mon corps se crispant à son contact. Il n'a rien remarqué. Pour lui, tout était normal. Il venait de commettre un crime contre sa propre sœur, et il agissait comme si nous allions simplement partager un agréable repas de famille. L'audace de son comportement était à couper le souffle. Le dîner fut une masterclass de déni. Ma mère parlait des voisins. Mon père se plaignait des impôts. Bastien se vantait d'une possible promotion. Ils attendaient. Ils voulaient que je sois repue, contente, ramollie, avant de porter le coup de grâce. J'ai joué le jeu. J'ai mangé le rôti. J'ai complimenté ma mère sur son gratin. J'ai écouté leurs sourires forcés et leur bavardage vide. Je tenais ma colère comme un charbon ardent dans mes mains, attendant le bon moment pour le lancer. Ce moment est arrivé avec le dessert. Une tarte aux pommes, sa spécialité. Alors qu'elle posait les assiettes, elle m'a lancé un regard entendu. La comédie était terminée. J'ai décidé d'ouvrir le bal moi-même. J'ai posé ma fourchette. Est-ce que quelqu'un ici est au courant d'un prêt immobilier à mon nom, ai-je demandé, ma voix claire et stable. L'effet fut instantané. Mon père a froncé les sourcils. Le sourire de Bastien a vacillé une seconde avant qu'il ne le remplace par un air d'indifférence. La main de ma mère a voleté jusqu'à sa gorge. Adèle, ce n'est pas vraiment un sujet pour le dîner, a-t-elle dit, sa voix tendue. Non, ai-je répondu. Je pense que c'en est un. Quand la banque m'appelle au sujet d'une dette d'un demi-million d'euros que je n'ai jamais contractée, j'ai l'impression que c'est la seule chose dont il vaille la peine de parler. Bastien a haussé les épaules, prenant une grande bouchée de tarte. Il a mâché lentement avant de parler, l'image même de l'arrogance décontractée. Oh, ça, a-t-il dit, comme si j'avais évoqué une course oubliée. Je t'ai dit que j'avais juste utilisé ton nom pour que ça passe. C'est une formalité. Ce n'est pas comme si ça t'avait fait du mal. Puis il a ajouté la phrase qui a fait déborder le vase, oh là là, ne fais pas ton cinéma. Tu dramatises toujours tout. Franchement, Adèle, au lieu de te cacher derrière tes feuilles de calcul toute la journée, tu pourrais au moins faire quelque chose d'utile. J'ose prendre des risques, moi. C'est ça, la vraie vie. La rage que j'avais contenue a déferlé. Ça ne m'a pas fait de mal, ai-je répété, ma voix dangereusement basse. Mon score de crédit a chuté de 200 points, Bastien. Un agent de recouvrement m'appelle tous les jours. Et le pire, la partie que tu ne sembles pas comprendre, c'est que tu as falsifié ma signature sur un document officiel. C'est un crime. Mon père est finalement intervenu. Attention. Falsifier est un mot fort. C'est le mot exact, ai-je rétorqué. La voix de ma mère s'est élevée, cassante. La douce matriarche avait disparu, remplacée par la défenseuse féroce de son fils élu. La famille s'entraide, Adèle. Ton frère avait besoin d'aide. Tu as un bon travail, des économies. Il a une famille à soutenir. C'est ce qu'on fait pour la famille. C'est là que Martine a joué sa carte maîtresse, les larmes aux yeux. Tu ne comprends pas, Adèle. Sa femme, Sarah, elle est si exigeante. Cette grande maison, la nouvelle voiture. Bastien essaie juste de maintenir les apparences, de garder sa petite famille unie. Toi, ta vie est simple, stable. Tu dois l'aider. Le vieil argument, l'ultime chantage affectif. Mais cette fois, ça n'a pas marché. Parce que Bastien est faible et que Sarah est dépensière, mon avenir doit être détruit, c'est ça, maman, ai-je demandé. J'ai regardé ma mère, puis mon père, puis mon frère qui refusait maintenant de croiser mon regard. Ils formaient un front uni contre moi. J'ai poussé ma chaise en arrière et je me suis levée. J'ai laissé ma part de tarte intacte.
Merci pour le dîner, ai-je dit. Avant de franchir la porte de la salle à manger, je me suis retournée vers mon père. J'ai toujours admiré ton éthique de travail, papa. Tu m'as appris à travailler dur. Mais je réalise aujourd'hui que tu m'as seulement appris à travailler dur pour nettoyer les dégâts des autres. Je suis sortie sans un regard en arrière. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai fermée doucement derrière moi, les laissant dans les ruines de leur dîner de famille parfait. J'avais quitté la maison, mais je savais que la vraie guerre ne faisait que commencer. Ils étaient habitués à ce que je nettoie. Ils n'imagineraient jamais que cette fois, j'étais prête à tout brûler. Le trajet de retour vers mon appartement fut un film muet. Les lumières de la ville défilaient, floues, à travers mon pare-brise. L'adrénaline de la confrontation retombait, laissant derrière elle un épuisement profond et un vide immense. Je l'avais fait. J'avais dit les mots qui étaient enfouis en moi depuis des années. Mais il n'y avait aucun triomphe, seulement une tristesse infinie pour la famille que j'aurais aimé avoir. En rentrant, le silence de mon appartement m'a semblé différent. Il n'était plus paisible. Il était suffocant. Les 4 murs qui avaient toujours été mon sanctuaire me semblaient maintenant une cage. Je me suis dirigée directement vers mon bureau, j'ai sorti le dossier de prêt falsifié et je l'ai étalé sur le sol du salon. Puis, avec une boule au ventre, je me suis connectée à mon portail bancaire en ligne. J'ai imprimé mes relevés de compte. J'ai imprimé mon rapport de crédit complet. Les dégâts étaient là, noir sur blanc. Je me suis assise par terre, au milieu de cette mer de papier qui représentait le travail de ma vie et la destruction désinvolte de mon frère. Et c'est là que le poids de tout cela s'est finalement abattu sur moi. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était le rôle qu'on m'avait assigné. J'étais la compétente, la responsable, la réparatrice. Quand nous étions enfants, si Bastien cassait une lampe, on me disait de nettoyer discrètement avant que papa ne rentre. Quand il a échoué à un examen au lycée, c'est moi qui ai dû lui donner des cours pendant des heures. Ma compétence n'était pas un trait qu'ils admiraient. C'était une ressource qu'ils exploitaient. Je me suis souvenu de ce que ma mère avait dit, ce qui est un fardeau pour lui n'est qu'un petit poids pour toi. Ils n'avaient même pas hésité. Ils avaient simplement décidé que mon avenir était le juste prix à payer pour le confort de Bastien. J'ai regardé la photo de la petite bouquinerie épinglée sur mon tableau. Les murs en pierre, la vitrine bleue, l'enseigne en fer forgé. Mon rêve. Un lieu de calme, de livres, de beauté. Tout ce que ma famille n'était pas. Ils n'avaient pas seulement volé mon crédit. Ils étaient en train de voler ce rêve. Et c'est à ce moment-là que j'ai craqué. Pas de cris, pas d'objets jetés. C'était un changement interne, silencieux. La plaque tectonique au plus profond de moi, sous une pression immense depuis 32 ans, a finalement cédé. L'illusion que je pourrais un jour gagner leur approbation en étant obéissante s'est complètement brisée. Vous ne pouvez pas gagner un jeu qui est truqué contre vous. Vous arrivez parfois à un point dans votre vie où vous vous sentez comme le réparateur désigné de votre famille? Cette personne vers qui tout le monde se tourne en cas de problème, mais qu'on oublie vite une fois que tout est rentré dans l'ordre. J'ai vécu comme ça toute ma vie, et cette nuit-là, j'ai décidé que c'était terminé. Assise là, au milieu des preuves de leur trahison, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour la petite fille que j'étais, qui voulait juste être aimée pour elle-même. J'ai pleuré pour la jeune femme que je suis devenue, dont la seule valeur aux yeux de sa famille était sa capacité à résoudre leurs problèmes. Et puis, j'ai arrêté de pleurer. J'ai séché mes larmes. La faiblesse s'est transformée en une détermination de fer. Si je ne me battais pas pour mon rêve, personne ne le ferait. Je me suis dirigée vers mon bureau, mes mouvements lents et délibérés. Mes mains ne tremblaient plus. La tempête chaotique en moi s'était calmée, laissant place à un calme froid et dur. Je n'allais pas simplement chercher un avocat. J'allais me battre avec mes propres armes. J'ai ouvert un nouveau fichier Excel. J'ai commencé à documenter chaque transaction, chaque prêt oublié, chaque service rendu à Bastien au fil des ans, avec les dates, les montants, les contextes. Je transformais ma douleur en données. La seule langue que je maîtrisais mieux que quiconque. Ma famille pensait avoir créé une dette. En réalité, ils avaient créé leur pire ennemi, une comptable trahie avec tous les reçus en main. La partie était loin d'être terminée.
Le lendemain matin, j'étais une personne différente. La rage et le chagrin de la nuit s'étaient solidifiés en une résolution inébranlable. J'ai pris rendez-vous dans un cabinet d'avocats réputé du 6e arrondissement de Lyon. Je me suis habillée avec soin, choisissant une tenue professionnelle mais sobre. Je voulais avoir l'air posé, pas désespéré. Maître Durand m'a reçu dans une salle de conférence aux murs lambrissés. C'était un homme d'une 50aine d'années, avec un regard bienveillant mais des yeux perçants qui ne semblaient rien manquer. « Racontez-moi tout, mademoiselle Perrin », a-t-il dit d'une voix calme. J'ai étalé ma pile de documents sur la table en bois poli, le contrat de prêt falsifié, la comparaison avec ma vraie signature, les avis de la banque, mon rapport de crédit, et même mon nouveau fichier Excel détaillant des années de prêts non remboursés à Bastien. J'ai parlé d'une voix claire, directe, en m'en tenant aux faits. Je ne voulais pas passer pour une victime hystérique. Je voulais être perçue comme une personne cherchant justice. Il a écouté sans m'interrompre, le front plissé, en examinant les documents. Il a passé un long moment à comparer les deux signatures avec une petite loupe qu'il a sortie de sa mallette. Quand j'ai fini de parler, le silence s'est installé. Je me suis préparé au doute, à une suggestion de thérapie familiale, à n'importe quoi qui minimiserait ce qui s'était passé. Mais Maître Durand n'a pas sourcillé. Il a levé les yeux des papiers, son regard bienveillant maintenant acéré et concentré. « Mademoiselle Perrin », a-t-il dit d'une voix grave, « ceci n'est pas un malentendu familial. Ceci est un vol d'identité qualifié et une fraude hypothécaire. Ce sont des infractions pénales graves. Votre frère vous a mise dans une position juridique et financière extrêmement précaire. » Entendre ces mots, prononcés par un professionnel du droit, a eu l'effet d'un baume. Ce n'était pas juste mon opinion. C'était la loi. C'était officiel. J'ai expiré un souffle tremblant que je ne savais même pas que je retenais. La validation, la confirmation que je n'exagérais pas, était un soulagement puissant. Alors, que pouvons-nous faire, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Il s'est penché en avant. Premièrement, nous allons immédiatement déposer une plainte à la gendarmerie. Avec une trace écrite aussi claire, ils ouvriront probablement une enquête. Deuxièmement, nous allons notifier formellement la division antifraude du Crédit Lyonnais. Ils annuleront le prêt frauduleux et le retireront de votre dossier de crédit. Cela vous protégera de toute action future de la part de la banque. Et Bastien, ai-je demandé, la gorge nouée. Maître Durand m'a regardé droit dans les yeux. Si la gendarmerie engage des poursuites pénales, et tout porte à le croire, votre frère pourrait faire face à des conséquences judiciaires importantes. Y compris une peine de prison. Une vague de nausées m'a submergé. La prison. Mon frère. La pensée était glaçante. Pourtant, une partie de moi, celle qui avait été si profondément blessée, ressentait une sombre satisfaction. C'était son choix. Ses décisions. Je ne faisais que réagir. Alors, commençons, ai-je dit, ma voix gagnant en force. Nous avons passé le reste de la matinée à rédiger la plainte. À la fin de la journée, tout était officiellement lancé. Une plainte avait été déposée. Une lettre recommandée avec accusé de réception, rédigée par Maître Durand, était en route pour la banque. En quittant le cabinet d'avocats, je me sentais plus légère, malgré la gravité de la situation. J'avais fait le premier pas. J'avais cessé d'être une victime et j'avais commencé à participer à ma propre défense. J'avais passé ma vie à garder les secrets de famille, à enterrer leurs erreurs pour maintenir une façade d'harmonie. Maintenant, je mettais tout sur la table. J'avais tiré le premier coup de feu dans cette guerre. Je ne savais pas encore que leur contre-attaque serait encore plus vicieuse et personnelle que tout ce que j'aurais pu imaginer. 3 jours plus tard, comme Maître Durand l'avait prédit, la riposte est arrivée. Pas sous la forme d'une lettre d'avocat, mais sous celle de ma mère, se tenant sur le pas de ma porte. Dans ses mains, une tarte tatin encore chaude dans son moule, dont l'arôme de caramel et de pomme envahissait le couloir. L'arme de manipulation massive classique de ma mère, la nourriture, symbole de soins et de foyer, tout ce qu'elle essayait d'évoquer pour me faire baisser ma garde. Son visage était un masque soigneusement arrangé d'inquiétude et de douces blessures. « Adèle, ma chérie », a-t-elle dit, sa voix suintant le chagrin. « On veut juste parler. S'il te plaît, laisse-moi entrer. » J'ai hésité,
Puis je me suis écartée. J'avais décidé de ne plus me cacher. Elle a posé la tarte sur mon comptoir de cuisine, un contraste violent avec la tension dans l'air. Maman, ai-je dit en croisant les bras. Je n'allais pas lui offrir de siège. Elle s'est tournée vers moi, ses yeux grands et brillants. Adèle, pourquoi as-tu fait ça? La police? Un avocat? On aurait pu arranger ça en famille. Arranger quoi, maman? Le fait que Bastien ait volé mon identité et falsifié ma signature sur un prêt d'1 demi-million d'euros? Tu t'attendais à ce que j'arrange ça comment? En signant l'échec? Son visage s'est décomposé. Il essaie de réparer les choses, chérie. Il dit qu'il parle à la banque. Si seulement tu retirais cette plainte, il serait plus compréhensif. Le mensonge était si transparent, si désespéré. C'était exaspérant. Il ne répare rien du tout, maman. Il ment, et tu es sa complice. Il sait très bien ce qu'il a fait. Sa contenance s'est fissurée. Sa voix est devenue plus aiguë. Adèle, tu es en train de déchirer cette famille. Tu mets ton propre frère en danger. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? L'envoyer en prison? Ton père pourrait avoir une crise cardiaque à cause de tout ce stress. L'accusation m'a piqué. L'arme ultime de leur arsenal, la culpabilité. Me rendre responsable des choix de Bastien, de ses conséquences. Non, maman, ai-je dit en secouant la tête. Ce n'est pas moi qui le mets en danger. C'est lui-même qui l'a fait. Je t'ai déjà dit que je ne serai plus votre bouc émissaire. J'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. Tu dois partir. Elle m'a regardé, un mélange de colère et de confusion sur le visage. Elle ne pouvait pas comprendre un monde où je ne jouais pas docilement mon rôle. Elle est partie, en reprenant sa tarte, symbole de son échec. Mais la véritable attaque est venue plus tard ce soir-là. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Coralie, mon amie. Adèle, appelle-moi. C'est urgent. Mon cœur s'est emballé. Je l'ai appelée immédiatement. Adèle, il faut que je te dise, sa voix était secouée. Bastien est venu me voir. Il m'a trouvée au café où on va parfois après le travail. J'ai senti un froid m'envahir. Qu'est-ce qu'il voulait? Il m'a raconté une histoire complètement folle. Il a dit que tu avais toujours été instable, jalouse de lui. Il a dit que tu inventais cette histoire de prêt pour te venger de lui, parce que tu ne supportes pas de le voir heureux et réussi. Il a dit que tu avais des problèmes mentaux et que tu essayais de détruire sa vie par pure méchanceté. J'ai dû m'asseoir. Il n'attaquait plus seulement mes finances. Il attaquait mon intégrité, ma santé mentale. Il essayait de me couper de mon seul et unique soutien. Coralie, Ne t'inquiète pas, m'a-t-elle coupé. Je ne l'ai pas cru une seule seconde. C'est un manipulateur pathétique. Mais je voulais que tu saches jusqu'où il est prêt à aller. Il essaie de t'isoler, de te faire passer pour la folle de service. Sois prudente, Adèle. J'ai raccroché, tremblante de rage. C'était bas. C'était cruel. C'était la preuve définitive qu'il n'y avait aucune limite à ce qu'il ferait pour se sauver. Il ne se contentait pas de nier ses crimes, il essayait activement de détruire ma réputation et mes relations. Mais il avait fait une erreur de calcul monumentale. Il pensait que j'étais seule et fragile. Il ne réalisait pas que chaque nouvelle attaque ne faisait que renforcer ma détermination. Il venait de me donner encore plus de munitions pour la bataille à venir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? L'attaque suivante n'a pas tardé. 2 jours après la visite de ma mère et la tentative de manipulation de Bastien auprès de Coralie, le champ de bataille s'est déplacé là où je me sentais le plus en sécurité, mon travail. Mon téléphone de bureau a sonné. C'était Madame Leclerc, la directrice des ressources humaines. Mon cœur a raté un battement. Un appel des RH n'est jamais anodin. Adèle, avez-vous une minute? Sa voix était professionnelle, mais tendue. Bien sûr, Madame Leclerc. Que se passe-t-il? J'ai essayé de garder ma voix calme.
Nous avons reçu un email anonyme ce matin, a-t-elle commencé, son ton soigneusement neutre. Il contient des accusations à votre encontre concernant des comportements contraires à l'éthique et une fraude potentielle. J'ai failli rire. La prévisibilité de la chose était presque comique. Anonyme, bien sûr. La signature de Bastien. Plus précisément, a-t-elle continué, clairement mal à l'aise, l'email suggère que vous avez une histoire de falsification de documents financiers et que vous manipulez les membres de votre famille pour arriver à vos fins. Il y a aussi une pièce jointe. Un enregistrement audio. Mon sang s'est glacé. Un enregistrement. J'ai repensé à toutes les disputes téléphoniques, à tous les moments où j'avais élevé la voix face à leur injustice. Je vois, ai-je dit, ma voix plate. Et vous y avez cru? Nous prenons toujours ces questions très au sérieux, Adèle. Mais avant toute chose, je voulais vous donner une chance de répondre. Oui, je peux, ai-je dit, et une confiance froide s'est installée en moi. S'il vous plaît, envoyez-moi une copie de cet email et de l'enregistrement, Madame Leclerc. Je veux voir exactement quel mensonge mon frère est en train de répandre. Il y a eu une courte pause. Votre frère? Oui. Mon frère, Bastien Perrin. La personne qui a commis un vol d'identité et une fraude hypothécaire à mon encontre. L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête de la gendarmerie et du service anti-fraude du Crédit Lyonnais. J'ai entendu Madame Leclerc prendre une inspiration brusque. La dynamique de la conversation venait de basculer instantanément. Je vous envoie ça tout de suite, Adèle, a-t-elle dit, sa voix maintenant beaucoup plus douce. Je suis désolée que vous traversiez cela. L'email est arrivé dans ma boîte de réception quelques minutes plus tard. C'était vicieux. Il me décrivait comme étant vindicative, avide et instable. L'enregistrement était un montage habile d'une vieille dispute où l'on n'entendait que mes cris de frustration, sortis de leur contexte, me faisant passer pour une furie irrationnelle. Mais Bastien avait fait une erreur cruciale. Il m'avait fourni l'occasion parfaite de présenter ma version des faits, officiellement et en détail, à mon employeur. J'ai immédiatement rédigé une réponse, mettant Maître Durand en copie. Mon email était concis, professionnel et dépourvu d'émotion. Objet, accusation par email anonyme. Chère Madame Leclerc, je vous remercie de m'avoir transmis cet email. Je saisis cette opportunité pour répondre immédiatement à ces fausses accusations. Les allégations contenues dans cet email, ainsi que l'enregistrement audio délibérément tronqué et trompeur, font partie d'une campagne de harcèlement liée à un grave litige juridique familial. Mon frère, Bastien Perrin, a commis un vol d'identité et une fraude hypothécaire à mon encontre. Cette affaire fait l'objet d'une enquête active de la part des autorités compétentes. Veuillez trouver en pièces jointes les documents suivants pour votre information. Copie du dépôt de plainte auprès de la gendarmerie. Copie de la notification de fraude envoyée par mon avocat au Crédit Lyonnais. Correspondance de mon avocat confirmant l'ouverture d'une enquête. Ces documents démontrent clairement que les accusations contenues dans l'email anonyme sont non seulement fausses, mais constituent des représailles directes suite à ma décision d'engager une action en justice contre mon frère pour ces crimes. Je me tiens à votre entière disposition pour toute information complémentaire. Cordialement, Adèle Perrin. Ils pensaient qu'ils pouvaient utiliser mon travail, ma fierté, contre moi. Mais ils avaient oublié une chose essentielle, je suis comptable. Les preuves, les documents, les traces écrites, c'est ma langue maternelle. J'ai cliqué sur « Envoyer ». Il n'y avait ni colère ni peur dans mes doigts, seulement la calme satisfaction du travail bien fait. Ils avaient essayé de ruiner ma carrière pour me faire taire. Au lieu de cela, ils venaient de renforcer mon dossier contre eux, fournissant la preuve irréfutable de leur harcèlement. Mon frère avait essayé de creuser ma tombe professionnelle, mais il n'avait fait que creuser la sienne un peu plus profondément. La salle d'audience du palais de justice de Lyon sentait le bois ancien, le papier et la nervosité ambiante. Étonnamment, mes propres nerfs étaient stables. J'étais assise à côté de Maître Durand, à la table du demandeur. De l'autre côté de la salle, à la table de la défense, se tenait Bastien. Son visage était pâle, ses traits tirés. À côté de lui, son jeune avocat semblait dépassé, essuyant constamment son front. Mes parents étaient assis dans la galerie, quelques rangs derrière, le visage crispé d'inquiétude, évitant mon regard.
Ils étaient venus soutenir Bastien, bien sûr. Toujours Bastien. Ce n'était pas encore un procès pénal, mais une audience civile pour statuer sur la fraude hypothécaire. C'était l'étape formelle pour faire annuler le prêt à mon nom et établir la fraude devant un tribunal, une étape cruciale, selon Maître Durand, pour le dossier pénal qui suivrait. La juge, une femme formidable aux yeux vifs, est entrée et a pris place. Les débats ont commencé. Maître Durand était méthodique. Il a appelé Amanda Lemoine du Crédit Lyonnais à la barre. Elle a confirmé que la division antifraude de la banque avait conclu, après examen par un expert en graphologie, que la signature sur les documents de prêt était une contrefaçon. Puis Maître Durand a présenté notre dossier. C'était une montagne de preuves indéniables, les documents falsifiés, la comparaison côte à côte de ma vraie signature, le rapport de la gendarmerie, des copies de l'email anonyme envoyé à mes RH. L'avocat de Bastien a bafouillé. Il a tenté de plaider le malentendu, un arrangement familial qui a mal tourné. Il a insinué que j'avais donné mon consentement verbal, que j'étais complice. Il a même essayé d'utiliser mon succès professionnel contre moi, suggérant que c'était peut-être une forme de vengeance de ma part, née de la jalousie. Mais ses arguments étaient faibles, sans preuve. Il n'avait que l'histoire changeante de Bastien. Maître Durand a démoli sa théorie en une phrase. Maître, suggérez-vous que ma cliente a orchestré une fraude complexe contre elle-même, ruinant son propre crédit et risquant son emploi, par simple jalousie? C'est une théorie pour le moins créative. La juge n'a pas hésité. Elle a écouté, observé et lu notre dossier. Son expression est devenue de plus en plus sévère. Finalement, elle a levé les yeux, son regard balayant Bastien, puis mes parents dans la galerie. Monsieur Perrin, a-t-elle dit, sa voix tranchant dans le silence de la salle. Les preuves présentées ici sont accablantes. La signature sur ces documents de prêt est une contrefaçon avérée. Cela constitue un acte manifeste de fraude et d'usurpation d'identité. Bastien a tressailli. Ma mère a porté la main à sa bouche. La juge a continué, sa voix ferme et inébranlable. Par conséquent, le tribunal se prononce en faveur de la plaignante, mademoiselle Adèle Perrin. Le prêt est par la présente déclaré nul et non avenu. Le Crédit Lyonnais est sommé de retirer immédiatement ce prêt frauduleux de l'historique de crédit de mademoiselle Perrin et de restaurer son score de crédit à son état antérieur. Une vague de soulagement si puissante m'a submergé que mes genoux ont failli fléchir. C'était fini. Le fardeau financier, la dette terrifiante, la ruine de mon crédit, tout cela était en train d'être effacé. Mais la juge n'avait pas terminé. Elle a regardé Bastien, son regard perçant. De plus, a-t-elle annoncé, compte tenu de la nature flagrante de cette fraude et des preuves évidentes de vol d'identité, ce dossier sera transmis au procureur de la République pour examen et poursuite pénale. Le visage de Bastien est devenu blanc. Il s'est affaissé sur sa chaise. La prison. C'était réel maintenant. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas exulté. J'ai juste respiré. Une respiration profonde, longue et régulière, qui m'a semblé être la première véritable bouffée d'air libre que je prenais depuis des années. En sortant de la salle d'audience, mon chemin m'a fait passer devant mes parents. Les yeux de ma mère étaient rouges. La mâchoire de mon père était serrée. Bastien se tenait à côté d'eux, l'air vaincu. Ma mère a commencé à ouvrir la bouche, peut-être pour plaider, peut-être pour gronder. Mais je ne me suis pas arrêtée. Je ne leur ai pas accordé un regard. Je suis passé devant eux, tranquillement, délibérément. Le son de mes talons sur le sol en marbre était le seul son que j'entendais. J'ai continué à marcher, sortant du palais de justice pour entrer dans la lumière vive du soleil. Et je n'ai pas regardé en arrière. 2 semaines plus tard, ils sont revenus. C'était un samedi matin, une douce pluie fine tombait sur Lyon. J'étais en train de boire mon premier café, assise près de ma fenêtre, regardant la pluie dessiner des motifs sur la vitre. La paix que j'avais ressentie depuis l'audience était toujours là. Une présence calme et stable. Puis on a frappé à ma porte. Des coups plus doux, plus hésitants cette fois. À travers le Judas, je les ai vus tous les trois, Martine, Serge et Bastien. Ils se tenaient sous le petit auvent, blottis les uns contre les autres, l'air petit et misérable sous la pluie.
Bastien avait l'air particulièrement mal en point. Ses yeux étaient cernés, ses vêtements un peu négligés. Il ne ressemblait en rien au frère arrogant et charmant que j'avais connu. Il avait l'air brisé. J'ai pris une grande inspiration. C'était leur dernière tentative. J'ai entrouvert la porte, juste assez pour parler, mais pas assez pour les laisser entrer. Adèle, a commencé ma mère, sa voix brisée. Nous avons fait des erreurs. Nous le savons. Nous nous sommes trompés. Mon père, Serge, s'est avancé légèrement. Son arrogance habituelle avait disparu. Nous avons besoin de ton aide, ma chérie, a-t-il dit, sa voix à peine un murmure. Le procureur va de l'avant. Il pourrait vraiment aller en prison. S'il te plaît, Adèle, ne peux-tu pas simplement leur dire que c'était un malentendu? Bastien, lui, n'a rien dit. Il fixait ses chaussures, la posture d'un condamné. Je les ai regardés. La douleur familière, la culpabilité manipulatrice, l'appel désespéré pour que je sois à nouveau leur sauveuse. Mais cette fois, c'était différent. Leurs mots n'avaient plus de pouvoir sur moi. Les chaînes étaient brisées. Vous n'avez pas demandé de l'aide, ai-je dit, ma voix claire et inébranlable. Vous l'avez volé. Vous avez falsifié mon nom. Vous avez utilisé mon identité. Et quand j'ai finalement dit non, quand je me suis défendue, vous m'avez puni. Vous avez essayé de ruiner ma carrière. Vous m'avez traitée de menteuse, de méchante, de celle qui déchire la famille. Je me suis tue un instant, laissant mes mots s'installer. Ils n'avaient rien à dire. Leur visage était gravé d'une terrible prise de conscience. C'est là que Bastien a finalement levé les yeux, non pas avec des remords, mais avec une dernière étincelle de ressentiment. Si tu n'avais pas été aussi égoïste, on n'en serait pas là, a-t-il marmonné. Cette phrase a tout confirmé. Il n'avait rien appris. Il n'avait aucun regret. Il me blâmait encore. Tu as fait ça, Bastien, ai-je continué, en le regardant droit dans les yeux. À chaque étape. Et vous, dis-je en regardant mes parents, vous l'avez laissé faire. Vous l'avez encouragé. Vous m'avez demandé de payer pour son crime. Je ne suis plus responsable de vos choix. Et je ne suis certainement plus responsable de vos conséquences. Je n'ai pas attendu de réponse. Je n'en avais pas besoin. Mes mots étaient définitifs. Lentement, délibérément, j'ai poussé la porte pour la fermer. Le doux déclic de la serrure fut un son petit mais satisfaisant. Je me suis appuyé contre la porte un instant, écoutant. Il n'y eut aucune dispute, aucun coup, aucun appel désespéré. Juste le bruit silencieux de la pluie. Ils étaient partis. Ce samedi matin, la pluie a finalement cessé. Le soleil a percé les nuages, peignant le monde d'une lumière fraîche et propre. J'ai mis mon manteau et j'ai marché jusqu'au marché Saint-Antoine, sur les quais de Saône. C'était animé et vibrant, rempli des odeurs de pain frais et de fleurs. J'ai acheté un petit bouquet de tulipes jaunes éclatantes. Simples, joyeuses et pleines de vie. De retour à la maison, je les ai arrangées dans un vase en céramique sur ma table de cuisine. La même table où j'avais autrefois fixé des relevés bancaires frauduleux, où j'avais cherché un avocat spécialisé en fraude. Maintenant, elle n'accueillait que la lumière du soleil et cette touche de couleur joyeuse. Je me suis assise avec une autre tasse de café. Pas de culpabilité. Pas d'excuses. Pas de regrets persistants. Seulement un profond sentiment de calme. Parfois, s'éloigner n'est pas égoïste, c'est une question de survie. Et dans le calme après ma propre tempête, j'ai finalement compris que me sauver moi-même était le plus grand devoir que j'ai jamais accompli. L'obligation était terminée. Ma vie était enfin, et vraiment, la mienne. Mon histoire a eu sa conclusion. Mais je sais que je ne suis pas la seule. Avez-vous déjà été confronté à un choix impossible entre votre famille et votre propre bien-être? Si vous vous sentez à l'aise, partagez une partie de votre histoire dans les commentaires. Écoutons-nous et soutenons-nous les uns les autres. Merci de m'avoir écouté.